Salut, c'est Tilu, le podcast du blog écrire-de-la-fiction.com, le podcast de tous ceux qui écrivent pour être lus. Dans Tilu, on parle de littérature, on parle de lecture, mais surtout, on parle d'écriture. Allez, en voiture. Il y a une question de peu d'importance qui pose problème à certains d'entre nous. Comment bien formater des dialogues? Quelle ponctuation choisir? Je dis de peu d'importance, car enfin il y a des sujets beaucoup plus graves, beaucoup plus chauds lorsqu'on écrit un roman ou une nouvelle, que de savoir si l'on doit placer des guillemets à chaque fois que le dialogue reprend ou s'arrête, ou s'il est possible de s'en passer. N'est-ce pas? Comment ponctuer un dialogue? Un problème mineur, mais un problème tout de même. Traditionnellement, les romans à paraître sont relus par des correcteurs professionnels avant publication. Il n'y a donc pas de raison de s'inquiéter. Cependant, l'essor de l'auto-édition permet aux écrivains désargentés de tout faire eux-mêmes, ce qui selon moi est une très mauvaise idée, mais c'est un autre débat. Lorsque l'on fait tout soi-même, on doit, soi-même, savoir répondre à toutes les questions. Parmi celles-ci, la fameuse question du formatage des dialogues. Pour ne rien arranger, les correcteurs automatiques des traitements de texte classiques ne nous viennent pas en aide, ils peuvent même nous induire en erreur. Je vous dis comment un petit peu plus loin. Comment ponctuer un dialogue, la règle scolaire et l'usage? Il y a ce qu'on apprend à l'école, lorsqu'on a la chance de pouvoir la fréquenter, et ce qu'on apprend par soi-même. Bien souvent, ces deux savoirs sont complémentaires. Apprendre la règle pour ensuite pouvoir l'adapter à la situation, ce n'est pas si mal. Cela ne permet pas d'emblée une créativité échevelée, car le formatage de neurones initial laisse une marque profonde dont il est difficile de se débarrasser. Mais cela donne, à tout le moins, à chacun la possibilité de s'exprimer sur le meilleur pied d'égalité possible. C'est déjà beaucoup. L'école a de nombreux défauts et de nombreuses qualités. Je n'en ferai pas la liste ici, c'est encore une fois un autre débat. Pourquoi cet aparté? Parce que, bien avant d'être un art, l'écriture de fiction est un artisanat. Ceux et celles d'entre vous qui me lisent régulièrement savent ce que j'en pense. Comme on apprend la peinture ou la musique, on peut apprendre l'écriture. Cela ne fait pas automatiquement de nous des prix Nobel de littérature, mais des honnêtes artisans du verbe, ça oui, c'est possible. Et voici que je retombe sur mes pieds, tel un chat lancé dans les airs. En matière d'écriture, il y a les règles dictées par l'Académie, et il y a l'usage. Comment ponctuer un dialogue? Ce que font les écrivains concrètement. Au passage, je me permets de vous rappeler que l'Académie française, dont le travail harassant est de fixer les mots et les expressions dans le dictionnaire officiel de la langue française, n'est pas composée de linguistes comme on serait en droit de s'y attendre, mais d'écrivains. L'usage fait la langue et les écrivains font la langue officielle. C'est comme ça qu'on fonctionne en France. Je me suis donc naturellement tourné vers les écrivains. Où donc? Dans ma bibliothèque, parbleu. Jusque-là, tout est clair? Fort bien. Voici maintenant quelques extraits du plus ancien au plus récent. Comment ponctuer un dialogue? Étude de cas. Tout d'abord, un extrait du journal Le Siècle du 16 décembre 1848. Un certain Alexandre Dumas signe un épisode du Vicomte de Bragelonne. Nous avons de la chance, il s'agit presque entièrement d'un dialogue. Il s'agit d'un fac-similé de journal, nous sommes donc certains qu'aucun éditeur n'est passé par là en se permettant de modifier la ponctuation, ce qui est parfois le cas lors de rééditions de textes tombés dans le domaine public et remis au goût du jour. Eh bien, aucun guillemet ne vient ponctuer la lecture. Le tiret quadratin à lui seul suffit à annoncer la prise de parole. Ça alors, continuons. La Feuille, imprimée à Paris en 1898, un autre journal, 50 ans plus tard. En 50 ans, les choses ont le temps de changer. Comment donc use-t-on de la ponctuation des dialogues durant la Troisième République? Fichtre, comme 50 ans plus tôt, les dialogues sont introduits par des quadratins, on n'y trouve pas trace de guillemets. Sauf les guillemets qui sont utilisés pour citer les paroles de quelqu'un hors dialogue. Allons plus loin.
En 1926, mon grand-père Lucien Damon, alors scolarisé en classe de 5e, reçut un prix décerné par la République française, à savoir un livre, La vocation d'un fils de pêcheur de M. Arsène Guérin. J'éprouve une tendresse toute particulière pour ce grand-père. C'est sans doute pour cela que ce livre se trouve aujourd'hui dans ma bibliothèque, que j'ai pourtant allégé à de nombreuses reprises lors de mes déménagements successifs. Si j'avais dû conserver tous les livres qui ont jalonné ma vie, je devrais louer au moins 3 pièces de plus pour les entreposer. Encore une digression. Décidément, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, on dirait que j'ai comme une envie de discuter, ou du mal à me passionner pour la ponctuation des dialogues de romans. Pardon, je reviens à notre sujet. Notons quand même au passage que la vocation d'un fils de pêcheur ne porte aucune mention de la date d'édition ni d'impression. Sans la vignette de l'école communale mentionnant le prix, je serais dans l'embarras. C'est d'ailleurs le cas pour beaucoup d'éditions anciennes. Si l'un ou l'une d'entre vous sait de quand date l'usage de la mention de la date de première publication en deuxième de couverture, merci de m'éclairer. En 1926, le quadratin règne-t-il toujours en maître sur les dialogues? Eh oui, c'est bien le cas, toujours pas de guillemets. La vie devant soi, en 1975. Un certain Émile Ajar, qui n'est autre que Romain Gary, publie La vie devant soi, qui remportera le prix Goncourt. Ça alors, surprise? Mais pourquoi donc? Là encore, l'usage est le même. Pas de guillemets, seulement des tirets quadratins pour introduire les dialogues. Et plus près de nous, Dieu n'habite pas à la Havane de Yasmina Khadra, paru en 2016. C'est pareil. Là encore, on se passe de guillemets. On dirait bien que nous avons mis la main sur une règle absolue. Pas de guillemets pour introduire les dialogues. Youpi, nous voilà soulagés. À l'école, on nous avait raconté des salades. Allez, encore un petit pour la route. Assurons-nous qu'il n'y a pas d'exception. Et même, revenons un peu sur nos pas. 2014. Parmi les loups et les bandits, Atticus Lich, Grand Prix de littérature américaine. Oh, flûte la tuile, il y a bien des dialogues, mais pas de quadratin, pas non plus de guillemets, rien de rien. Nib, Walou, zéro calebasse, juste un retour à la ligne. Mais ça se lit comme ça se comprend? Eh bien, oui. Quand même, voilà qui jette un froid dans ma belle démonstration. Creusons encore, voyons en 2015, Le Grand Ordinaire de Jeremy Chambers. Identique. Ni quadratin, ni guillemets, seulement un retour à la ligne. Ah, il y aurait donc une manière anglo-saxonne de formater les dialogues, tendant à la simplification extrême, et une manière française plus traditionnelle et complexe? Oh, une petite juge, j'en aurais le cœur net. Anglo-saxon toujours, 2016 encore, Morwena de Joe Walton. Damned, sacrebleu, nous v'là bien. Le voilà enfin, ce formatage scolaire dont on nous a tant rebattu les oreilles et dont apparemment les écrivains se fichent comme de leur première liquette. Car il ne vous a pas échappé, n'est-ce pas, que je ne voulais pas encore donner cette fichue règle. De vous à moi, je l'ai fait exprès, car je ne l'ai toujours pas rencontrée. Avant Joe Walton. Guillemets plus quadratin, une débauche de ponctuation, dans un roman de fantaisie. Est-ce que ce formatage hyperclassique scolaire est réservé aux littératures de l'imaginaire comme une façon de contrebalancer la magie et tout le sein frusquin que l'auteur nous fait avaler? Je replonge. Michel Strogoff, Jules Verne, 1876. Jules Verne et Joe Walton sont d'accord sur la ponctuation des dialogues. Quadratin, plus guillemets pour introduire la partie dialoguée. Mais alors, il n'y a pas vraiment de règle. Ça ne dépend pas de l'époque. En 2020, on fait comment? Nos frères inattendus, Amis Malouf. Ça par exemple, oh là 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 là, ça se complique. Connaissez-vous l'expression « c'est le pompon » ? Elle me semble appropriée, n'est-ce pas? Voilà que contre toute attente, c'est le quadratin qui s'est fait la malle et le guillemet qui le remplace.
Oui, qui le remplace partout. La perplexité est à son comble. Je ne pouvais pas ne pas partager cela avec vous, n'est-ce pas? Donc, résumons-nous. Guillemet ou pas Guillemet, Quadratin ou pas Quadratin, les deux mon capitaine ou aucun des deux, tous les cas de figure sont envisageables. La leçon que nous pouvons en tirer, faites comme vous voulez. Il y a malgré tout quelques règles de bon sens à respecter afin de faciliter la compréhension du lecteur. 7 clés pour bien ponctuer un bon dialogue. Clé numéro 1, revenez à la ligne. Lorsqu'un personnage prend la parole, revenez à la ligne. Mais si vous citez ce qu'il dit dans le corps de votre phrase, vous vous contenterez de mettre ces paroles entre guillemets. Clé numéro 2, soyez constant. Une fois que vous avez choisi votre méthode de ponctuation des dialogues, employez-la même d'un bout à l'autre de votre texte. Clé numéro 3, placez correctement vos incises. Intercalez l'incise soit entre deux virgules, par exemple, dit-elle en se grattant le nez ou répondit-il machinalement, le plus tôt possible après quelques mots, soit, si la phrase d'ouverture est courte, à la fin de celle-ci. Clé numéro 4, n'abusez pas des incises. La plupart du temps, elles indiquent quelqu'un qui prend la parole. Parfois, elles précisent un geste ou une intention. Mais n'en faites pas un passage obligé, surtout si le dialogue ne concerne que deux personnages. Une fois qu'on sait qui parle la première fois, on sait qui répond. C'est logique. Clé numéro 5, majuscule ou pas majuscule? Jamais de majuscule à une incise après un point d'interrogation ou d'exclamation, même si votre correcteur orthographique automatique s'obstine à effectuer le changement. Pourquoi utiliser des guillemets point d'interrogation, dit-elle? Pas de majuscule à dit-elle. Celui-là, c'est un point qui m'a embêté un moment quand même, je dois dire. Je suis très contente d'avoir trouvé la solution, mais très mécontente que mon OpenOffice ne s'occupe pas de ce détail. Clé numéro 6. N'abusez pas des verbes de parole. Il n'y a rien de tel pour flinguer un dialogue. Dire, répondre, à la rigueur s'exclamer si vous estimez que le point d'exclamation ne suffit pas, ou interrompre si les personnages sont plus de deux dans la discussion, appeler ou héler le cas échéant. C'est ce que dit le personnage qui doit renseigner le lecteur sur son état d'esprit. Relisez tous les extraits ci-dessus pour vous en convaincre, moins l'écrivain agite les bras en disant « Coucou, je suis là, regarde comme j'écris bien !» Plus il s'efface derrière son personnage, meilleur est le dialogue, et meilleur est le roman. Si vous ne pouvez pas vous en empêcher qu'un nouveau verbe de parole baroque s'échappe sur votre page à chaque nouvelle prise de parole, proscrivez au moins sans pitié les formes archaïques interro-négatives à la première personne qui n'ont plus cours que dans la très mauvaise ou très pédante littérature. Foin des rétorquages. Ma pire rencontre au hasard de bêta-lecture, lui appris-je. Oui, vous avez bien lu. Après lui appris-je, difficile de s'élever dans les terres parfumées de l'imaginaire, n'est-ce pas? Clé numéro 7. Des dialogues utiles et compacts. N'oubliez pas que le dialogue n'est pas là pour faire joli, mais pour faire avancer votre schmilblick et renseigner sur les personnages. Oubliez les bonjours, merci madame et autres belles journées, démarrez par une parole forte et ou pleine de sens, terminez sur une parole forte et ou pleine de sens. Autrement dit, une fois que le dialogue a rempli son office, revenez à la narration. La ponctuation, un système de notation en évolution permanente. N'oubliez pas que la langue est vivante, qu'elle évolue en permanence, que vous le vouliez ou non, et que l'Académie se contente de fixer l'usage établi. Elle ne crée rien. Vous écrivez en 2021. N'essayez pas de reproduire la langue du XVIIIe siècle, à moins d'avoir une bonne raison. La ponctuation n'est pas la langue, elle est la notation de la langue, tout comme l'orthographe. Quant aux règles que vous avez apprises à l'école, elles ne sont pas à utiliser par tous les écrivains sans exception, loin s'en faut, car elles servent à écrire des rédactions. Si le sujet vous intéresse, vous savez sûrement que les anciens manuscrits ne sont pas mis en page de la même façon que les livres d'aujourd'hui. Le parchemin puis le papier étaient rares et chers, l'encre également. Les moines copistes ont longtemps utilisé toute la surface disponible.
Pas de marge, pas de retour à la ligne, et pour les plus anciens, même pas de séparation entre les mots. Si Guillemet et Quadratin ont vu le jour, c'est pour faciliter la compréhension. Suivez cet exemple et écrivez pour être compris par votre lecteur. Pour aller plus loin, sachez que je me suis aussi efforcé de voir clair sur la meilleure façon d'écrire les dialogues et plus généralement sur la langue et sur la ponctuation. Tous ces articles se trouvent sur mon blog. Je vous invite à vous inscrire au concours de nouvelles sur le thème Robinson Crusoe. Vous avez jusqu'au 30 juin pour renvoyer votre participation. Le règlement complet se trouve également sur mon blog. Rejoignez l'atelier de fiction. C'est un atelier d'écriture créative en ligne où se rencontrent des passionnés, sans promotion, avec des vrais morceaux de fiction dedans. C'est un groupe Facebook. Enfin, en remplissant le bandeau bleu en haut de page, vous recevrez un nouvel exercice chaque semaine, parmi des infos et des liens vers de nouvelles ressources, qui ne vous demandera que quelques minutes, mais vous permettra d'améliorer sensiblement votre approche de l'écriture. Tilu, c'est fini. Salut, à la semaine prochaine.